Aujourd'hui, comme hier, il n'y a pour se rendre à St Kilda que 2 moyens de transport. Le premier, c'est le bateau, bien sûr, via l'une de ces compagnies qui, à la belle saison, vous emmène pour une journée à Irta, la belle abandonnée, ses vestiges, ses vertiges. Et vous pourrez alors respirer une bouffée d'air pur et de légende en arrivant par Village Bay et l'unique jetée sur l'île, au pied de ce qui reste des modestes cottages des St Kildans. Le second moyen de transport, c'est toute cette matière littéraire et documentaire surabondante, incroyablement bavarde, qui, comme les oiseaux marins venant nicher dans ces falaises, tournoie au-dessus de son histoire. Dans les 2 cas, l'accostage ne se fait pas sans péril. Si vous n'avez pas de bateau, au moins, vous ne risquerez pas de vous fracasser sur ces côtes dentelées. Mais si vous prenez la voie des livres ou des articles pour vous rendre à St Kilda, un autre type d'écueil vous menace qui l'encercle comme une barrière rocheuse, les fantasmes. Depuis les premiers récits de voyageurs venus du continent, il y a 4 siècles, St Kilda n'a jamais cessé de les alimenter, de les aimanter. Ces terres sont peut-être pauvres, mais il y a au moins une culture à laquelle elles se prêtent parfaitement, c'est la culture du superlatif. Il en pousse partout. En voici déjà quelques exemples parfaitement objectifs. C'est à St Kilda que se trouve le point le plus occidental du Royaume-Uni, sur l'île de Soay. Ses plus hautes falaises, sa plus importante colonie de pétrels fulmars, cet oiseau de mer trapu et criard qui est comme la mascotte de St Kilda. Peut-être aussi son coin d'océan le plus démonté, puisque 8 mois sur 12, tout contact avec le monde extérieur est quasiment coupé. Et c'est donc ici que pendant des siècles a vécu sa communauté la plus isolée, et Dieu sait si en matière d'isolement, les Gaëls possèdent pourtant quelques solides notions. Ajoutons à cela que les St Kildans, pratiquant la chasse aux oiseaux dans les falaises de leur île, en crapahutant à main et pieds nus, possédaient, dit-on, les chevilles les plus vigoureuses de tout le royaume. Le problème, en vérité, ce n'est pas le superlatif en soi. C'est le chien dent coriace qui pousse dans son ombre. Le chien dent du cliché, de la carte postale exotique qui accuse tout, la lumière comme les ombres. Dans le genre, on a tout dit, écrit, entendu sur les habitants de Irta. Qu'à leur apogée, à la fin du XVIIe siècle, ils furent les habitants d'une sorte d'utopia réalisée. Car comment qualifier autrement une communauté alors sans armée, sans monnaie, sans loi écrite, sans vie politique, sans impôts, pratiquant le troc, et tellement soudée qu'aucun crime grave ne fut jamais enregistré sur son sol. Les disciples de Marx et de Bakounine en firent même des prototypes éclairés du communisme et de l'anarchisme moderne. D'autres, parfois les mêmes, considérait au contraire St Kilda comme le reliquat archaïque d'un autre temps. Jusqu'en 1931, l'archipel, aujourd'hui géré par le National Trust for Scotland, fut en effet la propriété du clan MacLeod of MacLeod. Pendant des siècles, et selon les règles du paternalisme féodal local, il soumit la population au collectage des redevances en nature, tout en lui assurant, autant qu'il le pouvait, assistance et protection. Quant aux soutiens les plus zélés de l'Angleterre victorienne, toujours sûre de ses vertus et de son modèle industriel, social, moral, colonial et sanitaire, ils ne ménagèrent pas leur dédain pour ce peuple insulaire qu'ils considéraient comme une horde d'arriérés aux traditions primitives, aux patois gaéliques obsolètes, aux trognes grossières et aux pieds crasseux, de surcroît exposés à des difficultés de plus en plus grandes et insolubles. Avec St Kilda, tout le labeur du conteur consiste à se frayer un chemin de nuances dans une histoire où règne bien souvent la seule loi de l'exagération. Qui sait si, en nous prémunissant autant que possible des poncifs, nous finirons par entrevoir ce qu'est peut-être la véritable histoire de St Kilda. Rien de plus,
mais rien de moins non plus qu'un chapitre à la fois étrange et familier, très particulier, mais bien plus universel qu'il n'y paraît, de ce qu'est la grande et dérisoire histoire de l'humanité. Une humanité plus que jamais appliquée ici à dénouer concrètement, quotidiennement, les fils si mystérieux de sa condition. Un récit qui, comme les airs repêchés par Trevor Morrison, aurait le pouvoir paradoxal d'être aussi consolateur que déchirant, et de nous raconter le destin de ce que Gilles Lapouge décrivit un jour comme un de ces Olympes ratatinés capables de luire quelques jours ou quelques siècles à l'horizon de nos mélancolies. Pendant des siècles, on peut dire que les habitants de St Kilda, qui dans leur période la plus faste ne furent jamais plus de 200, pratiquèrent un seul et même métier, un métier partagé par tous, hommes, femmes et enfants confondus, le métier de survivre. Ce métier, bien sûr, se divisait en de multiples tâches et corvées qui faisaient l'objet d'une assez savante répartition. La pêche, rendue trop périlleuse et hasardeuse par les eaux houleuses de l'Atlantique, ne fut jamais qu'une activité assez marginale à St Kilda. C'est donc vers la terre que ses habitants consacraient l'essentiel de leurs efforts. Une terre qui, en retour, ne se montrait guère généreuse, mais dont ils apprirent à optimiser le médiocre rendement. En témoigne l'incroyable myriade de clays, ces petits greniers de pierre disséminés sur tout le territoire, qui permettaient de conserver tout ce que le climat humide risquait de gâter. Sur Irta, on en compta jusqu'à 1300, dans lesquels étaient stockés céréales, pommes de terre, poissons fumés, viande séchée, carcasses salées et plumes d'oiseaux, œufs enfouis dans la cendre, fumier ou encore foin. À première vue, l'implication des femmes dans l'ensemble des corvées semblait indiquer une certaine égalité de traitement, loin d'être cantonnée à de seules tâches domestiques. Elle menait au champ les bêtes, s'occupait de la traite des vaches et brebis, cultivait les maigres lopins d'orge, d'avoine ou de blé, prélevait la tourbe qui, une fois séchée, servirait de combustible. De là à acclamer joyeusement que St Kilda fut à l'extrême avant-garde de l'égalité professionnelle, il y a un pas que dans une île si riche en falaises, nous ne prendrons pas le risque de franchir. Chaque matin, quand se réunissait au lever du soleil une grande assemblée qui débattait du plan d'activité du jour, seuls les hommes avaient voix au chapitre. Sur les photos de la fin 19e, début 20e, on voit ces membres du, je cite, « Parlement de St Kilda », posant fièrement dans l'unique rue de Irta, judicieusement nommée Main Street, comme taillés sur le même modèle. Visage enfoui sous la broussaille des barbes et favoris, bel assortiment de casquettes et bérets, regard pénétrant, gilet de tweed sur chemise de travail. Les différents travaux étaient définis en fonction des signes envoyés par le ciel, des corvées saisonnières ou des besoins de la communauté.
Plusieurs fois par an, il fallait ainsi se risquer à des expéditions aventureuses sur l'île de Soay ou de Borroway pour faire l'inventaire des troupeaux de moutons et vérifier si les vents tempétueux ne les avaient pas trop amoindris, car il n'était pas rare que par grande tempête, les bourrasques les soulèvent comme des ballots de paille et les précipitent sans autre forme de procès au bas des falaises. Tout au long de l'année, la récupération, le cardage et le travail de la laine des moutons occupaient l'ensemble de la communauté. Et c'est au son du chant des femmes qu'au printemps se pratiquait le foulage du tweed, l'une des autres ressources de l'île qui lui permit un temps de faire commerce avec le monde extérieur. Au printemps, les tweeds étaient foulés et rentrayés. Les femmes étaient responsables du foulage, opération qui était appelée à Irta le shirtu, ce qui signifiait littéralement « à toi, à ton tour ». Assises autour d'une table, elles repoussaient le drap chacune leur tour et le tendaient à celle qui leur faisait face, tout en chantant d'une voix monocorde un air qui se terminait par l'apostrophe « à toi ». Stella,